Bonjour mes chers amis et bienvenue à l'épisode 12 de La Voix de l'archiviste. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le podcaston. C'est quoi le podcaston? Le podcaston, c'est un mouvement mondial, un mouvement caritatif où des podcasteurs de partout à travers le monde vont passer le micro à une association, à une OBNL de leur choix pour justement les mettre en lumière, encourager des dons et créer ainsi, à l'échelle mondiale, un mouvement de bienfaisance. C'est la 3e année que je participe au podcaston, la première fois avec La Voix de l'archiviste, mais je l'ai fait à 2 reprises avec Ad Medievum à Aeternum, et j'ai l'immense plaisir de recevoir, j'ai un petit parti pris, de recevoir l'engrenage. Emmanuel, comment vas-tu? Bonjour Gabriel, ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Écoute Emmanuel, je regardais ton CV sur LinkedIn qui est immense, tu as travaillé surtout dans le monde de l'éducation à travers ton parcours, mais je dois noter un fait parce que je te connais et je ne savais pas ça. Toi, tu as été professeur, Ouais, instructeur de Tai Chi. tu as très bien lu moi aussi. Ouais. Aïe aïe, bon, excusez-moi, tout le monde a surpris, c'est parce que je connais Emmanuel, et donc je ne savais pas ça toi, mais écoute Emmanuel, pourrais-tu nous faire l'immense plaisir de te présenter? Bien sûr, donc enchanté tout le monde. Mon nom est Emmanuel Martin-Jean. Je suis en effet une personne aux 1000 expériences et avec un CV, comme on dit, dans le milieu atypique. Mais principalement, quand on regarde, il y a quand même un fil, un fil qui recoue tous ces éléments-là, où dans le fond, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la littératie médiatique, comment on interagit humainement avec les médias en général. Et ça inclut le divertissement, mais ça inclut aussi le social, ça inclut le politique. Et donc, tous ces éléments-là viennent se recouper. Et donc, j'ai œuvré principalement en culture et en éducation. J'ai donné des cours, au cégep, j'ai été chargé de projet et j'ai été également pendant presque 6 ans à la direction des études de collèges, privés et j'ai ma propre entreprise de consultation en éducation et culture avec une spécialisation en inclusion et accessibilité qui s'appelle Holisted. Mais, dans le fond, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que je suis aussi, membre du CA de l'Engrenage depuis quelques années maintenant et dans le fond, c'est ça, là, mon propre CV était ça, mais dans le fond, l'Engrenage, pour vous présenter un peu l'organisme, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre là en art et culture et on fait différentes activités pour soutenir les personnes qui cherchent à faire des projets artistiques, mais qui n'ont pas nécessairement, soit une légitimité, reconnue par les pairs, donc pas encore reçu de subventions, reconnues ou quoi que ce soit, mais souvent, c'est des projets citoyens et donc l'engrenage est présidé par Geoffroy Martin-Jean, qui est mon frère, qui est un des membres, fondateurs, dans le fond, un des membres initiaux du collectif L'Engrenage qui existe quand même depuis, heu, plusieurs années, là. Je veux pas m'avancer sur un chiffre. Heu, Plusieurs activités ont été organisées par l'Engrenage. À l'époque, initiale, c'était beaucoup des projets de, de théâtre, des projets, culturels en lien avec, les jeux vidéo, avec, justement des levées de fonds pour des projets artistiques, pour de l'improvisation aussi et avec le temps, on s'est rapproché un peu plus, du cinéma, de la des ateliers de médiation culturelle et aujourd'hui, certaines de nos activités phares sont justement autour de, l'utilisation des archives, d'un point de vue culturel et pédagogique. Merci énormément, Emmanuel, pour cette présentation. Je veux revenir sur un fait que l'engrenage utilise des archives particulières. L'engrenage se spécialise vraiment dans la pellicule, hein, le film, le 8 mm, le Super 8, le 16 mm, etc. Et j'aime ça appeler ça des archives atypiques parce que c'est pas, en fait, moi je vous le dis d'emblée, je n'avais jamais travaillé avec la pellicule avant de rencontrer l'engrenage. Et moi j'avais été approché par Conrad qui, dans le fond, m'avait demandé de participer en termes d'archiviste, de donner
donner, si vous comprendrez, des conseils archivistiques, mais je n'avais jamais travaillé avec justement la pellicule jusqu'alors. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu parce que l'engrenage a choisi de se lancer à fond dans le Super 8 mm, etc. Ouais. En fait, c'est ça, c'est important de reconnaître que, il y a une petite communauté qui tourne autour des archives, des films de famille et que c'est en relation avec toutes ces personnes-là que, les projets ont pu naître, soit parce qu'on travaillait en parallèle les uns des autres ou parfois en collaboration et donc, tu sais, il y a à la base, il y a un événement qui s'appelle la Journée du film de famille qui a, historiquement été, organisé par des collègues à moi, Annie Hardy et là, juste parce que je veux dire son nom, je l'oublie, Louis Pelletier. Donc Annie Hardy et Louis Pelletier ont organisé initialement les premières journées des films de famille à la Cinémathèque québécoise et ça a été un des éléments un peu fondateurs de ces activités-là. Ensuite, mon père, justement, Conrad, que tu as nommé, mon père, donc l'engrenage est aussi un projet de famille. Mon père a toujours été historien, amateur, a été toujours quelqu'un qui avec avec sa propre rigueur, avec ses recherches, avec ses projets, heu, à une époque, il y a eu un, une émission de radio à CIBL qui s'appelait De fantastiques gens ordinaires, où il faisait de la recherche, d'archives justement d'éléments historiques et d'éléments généalogiques. Donc ça, c'est un élément et à travers ces démarches-là, il est devenu un peu dépositaire des films de famille de sa propre famille et Conrad a toujours eu un intérêt justement pour le côté social, le côté historique, le côté, justement de raconter des histoires. Donc ça, c'est son apport à lui. Moi, justement, à cette époque-là, j'étais, étudiante en études cinématographiques à l'Université de Montréal et je faisais des projets où, dans le fond, moi, ce qui m'intéressait, c'est plus des ciné-clubs et comme à l'Université de Montréal, il y avait une grande, collection de films, là, de films de divertissement plus, il y avait cet élément-là et donc, en discutant avec mon père, on s'est dit: «Ça serait intéressant de tenir un ciné-club à la maison où on montrerait justement différents films, incluant des films de famille». Et c'est justement de cette collaboration-là organique entre nos intérêts respectifs, nos expertises respectives aussi et un peu ce côté-là, un peu garage, un peu, Régine, où on se retrouvait dans un sous-sol pour parler de ces intérêts-là, parce que justement, c'est des intérêts tellement nichés qu'on rejoignait pas nécessairement un grand public à l'époque. Et vraiment, tous ces éléments-là ont créé un peu ce momentum-là jusqu'en 2023 où là, nous, avec l'engrenage, on a fait puis là, je passe quand même, je saute par-dessus certains éléments que les personnes connaissantes relèveront, mais je veux quand même avancer. Mais donc, c'est ça, en 2023, on a reçu un financement de la Ville de Montréal pour un projet dans le cadre du programme Patrimoine montréalais où, dans le fond, on voulait valoriser les films de famille 8 mm Super 8 en faisant des ateliers dans les maisons pour personnes âgées, dans les, résidences, dans les, milieux culturels aussi, les milieux hem, de certains quartiers. Puis on allait présenter des films de ces quartiers-là et de Montréal pour parler d'histoire, parler de culture, parler de mémoire et justement utiliser les bobines, utiliser les projecteurs et je pense quand même que ça vaut la peine d'amener justement vers le côté de l'archivage parce que justement en parallèle de nos activités, Conrad et moi, ce qu'on faisait, Geoffroy, mon frère, était souvent présent aussi et Geoffroy a un côté très technicien qu'il a développé avec le temps et une expertise justement où lui, dans le fond, s'est surtout occupé de cet aspect-là plus derrière les feux
des activités plus publiques. Et donc, Geoffroy, lui, s'occupait de numériser les pellicules pour qu'on ait une version euh, archivée, puis un peu un backup si jamais les pellicules brisaient ou se retrouvaient usées ou s'il y avait quoi que ce soit qui arrivait. Tout à fait, ben on va y revenir un peu plus tard dans cet épisode au niveau de la conservation, mais c'est vrai que les pellicules sont très complexes à préserver. Mais avant qu'on aille plus loin, s'il te plaît, pourrais-tu nous expliquer, Emmanuel, c'est quoi pour nos auditeurs Ouais. un film de famille? Absolument. Fait que les films de famille, dans le fond, c'est une production cinématographique très nichée qui est, dans le fond, qui émerge de la démocratisation des médiums cinématographiques. Donc, historiquement, on a eu, bien entendu, les Frères Lumière, puis les films sur pellicule, donc les films qu'on voyait au cinéma. Ensuite, ben, vu que c'était très cher à produire, il y a eu les 16 millimètres qui ont été faits. Donc là, le 16 millimètres, on réduisait la qualité, mais aussi on réduisait le coût de production. Donc là, il y a eu des productions artistiques ou des productions télévisuelles avant que la télé soit organisée avec le numérique. Ben, il y avait des films visuels, des téléfilms ou des séries qui étaient filmées sur 16 millimètres et ensuite retransmises. Et c'est là où on a des premières images de films de famille. Et donc, les films de famille, c'est quand on reprend ces médiums-là, mais d'un point de vue amateur, donc monsieur, madame, tout le monde. Puis là, on va mettre ça entre de gros guillemets parce que c'est pas toutes les personnes qui avaient accès quand même à ces médiums-là. Mais donc, les premiers films de famille qu'on a datent de la fin des années 30, début des années 40, des familles très, très, très aisées, donc des médecins ou des professeurs d'université qui avaient accès à ces machines-là, se sont filmés chez eux dans leur intimité. Et c'est ça les premiers films de famille, dans le fond. Et ensuite, on a eu les 8 millimètres, Super 8 millimètres. Et c'est là qu'il y a eu vraiment eu un boom où les classes moyennes et un peu aisées pouvaient avoir accès à moyen de frais, peu de frais selon certains. Fait que c'est vraiment une strate euh, culturelle, tu sais, très définie, là. On n'a pas, on a très peu de personnes issues des diversités culturelles, des diversités ethniques qui se sont filmées. Ça existe, mais il y en a il y en a peu. Fait que principalement, ce qu'on retrouve, c'est vraiment des familles francophones, anglophones, caucasiennes, qui étaient souvent de la classe moyenne ou de la petite bourgeoisie, qui avaient les moyens. Fait que c'est souvent une collection. Fait que là, on va avoir entre 3 et une dizaine de bobines, généralement des moments, des fêtes. Fait que Noël, beaucoup de fêtes religieuses aussi, des mariages, hem, des premières communions. Mais on a toutes sortes d'autres éléments aussi, d'autres événements. Fait que parfois, on a des marches ou on a comment on appelle ça? Des processions, oui. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, essentiellement, on a des familles dont, en fait, ils vont créer un fonds d'archives. Essentiellement, ils seront ouais, les créateurs des c'est documents ça. de leur famille et ça va être amateur. Et j'ai aimé ce que tu as mentionné parce que c'est vrai que le 35 millimètres coûtait extrêmement cher et plus on se rapproche du Super 8, bon, moins ça devient cher, mais ça restait pas nécessairement à la portée de tous. Fallait acheter les bobines, fallait Ouais, acheter la machine, donc fallait quand même avoir un certain ça revenu prenait pour être certains en mesure. moyens, là, c'est ça. Oui, exactement. Ça prenait certains moyens pour être en mesure de se les procurer. C'est ça. Puis ça s'est fini, juste pour terminer, c'est ça, ça s'est fini avec l'arrivée du VHS. Fait que dans les années 80. Fait que, tu sais, c'est vraiment une courte période de la fin des années 30 jusqu'à la fin des années 70, début 80. Et donc, le fond de film de famille existe vraiment dans cette fenêtre de temps-là.
Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette explication. Très rapidement, je veux venir sur un point que tu as mentionné. Tu sais, quand on parle des films de famille, moi, ce que je trouve, en fait, à mon avis, c'est les archives les plus importantes. Je sais que c'est des gens ordinaires et c'est quelque chose que l'engrenage veut vraiment mettre de l'avant, des gens ordinaires, mais je vais enlever ici le chapeau de l'archiviste et prendre celui du médiéviste. Au Moyen Âge, on a très peu de sources. On a très peu de sources pour plusieurs raisons. Les conditions de conservation, les guerres peuvent être des facteurs qui vont venir Mhm. détruire des archives. Mais un des grands enjeux, c'est que la production de documents est limitée à une très petite casse. Essentiellement, ceux qui savent lire et écrire ou qui ont Ouais. les moyens d'acheter le matériel pour ce faire font partie de l'élite. Donc, quand on étudie le Moyen Âge à l'école, pardonnez-moi, on étudie le Moyen Âge selon environ 3% Mhm. ish de la Non, ça, population. c'est plus indirect. Exactement. Donc, il y a cette ironie. Lorsqu'on étudie le Moyen Âge à l'université, on va apprendre le Moyen Âge sous la perspective d'une infime partie de la population. Il y a plusieurs raisons encore une fois, mais on est vu que le support coûte cher au Moyen Âge, le parchemin entre autres, ce sera pas le seul support qu'on va avoir, mais on écrit seulement quand c'est important et seulement à propos des gens importants. On a quelques ouvrages qui nous parlent de la population générale, mais ils sont rarissimes. Donc, quand on étudie une période historique comme le Moyen Âge, on n'étudie pas vraiment le Moyen Âge, on étudie le Moyen Âge selon la perspective des grands. Et c'est hyper problématique. Maintenant, finir la parabole avec le Moyen Âge, fallait quand même que je le plug dans mon épisode, mais essentiellement, ce que vous devez comprendre, c'est que les films de famille viennent pallier ce manque-là. La société québécoise, la société dans vos différents pays respectifs, pardonnez-moi, c'est vous qui constituez cette société, c'est pas les grands. Les grands en font partie, certes, mais la vaste majorité de la population, c'est des gens comme vous et moi. Et les films de famille sont hyper importants. D'ailleurs, moi, ce que j'aime particulièrement des films de famille, c'est quand une famille achetait une machine et une bobine, comme on l'a mentionné, oui, ça va devenir de plus en plus démocratisé, mais ça va quand même rester dispendieux. Et ce qui va se produire essentiellement, c'est que quand une famille achetait une bobine, on en achetait peut-être une, peut-être deux, peut-être trois, ça dépend toujours des revenus, mais il y a un nombre de minutes qu'on peut enregistrer avec une bobine. Donc, il y a un nombre limité de temps que tu peux enregistrer. C'est pas comme aujourd'hui avec nos téléphones où on peut enregistrer virtuellement à l'infini. Avec la bobine, on a un nombre de temps qu'on peut enregistrer et ça fait qu'il y a une sélection des moments. Parce que les gens ne peuvent pas acheter 500 bobines. Donc, les minutes qu'on voit sur une bobine sont les minutes souvent les plus importantes de la vie d'une famille. Des mariages, baptêmes, voyages, etc. Mais l'engrenage fait aussi des formations, Emmanuel, et j'aimerais ça que tu nous en parles parce que vous voulez partager savoir. Ouais. Ben oui, en effet, c'est ça parce que c'est des machines, c'est des technologies qui sont datées, qui sont nichées, qui sont pas. Tu sais, quand on parle de rareté, ça n'a pas une rareté absolue. C'est pas si infréquent que ça, mais c'est assez rare pour que peu de gens y aient touché. Puis justement, en lien avec ce que tu disais, tu sais, souvent, il y avait une personne dans de grandes familles qui avait qui avait la caméra et le projecteur. Et donc, souvent, ben, c'est un mononcle ou c'est un frère ou c'est quelqu'un, puis cette personne-là est l'archiviste pour sa famille. Et donc, ils vont filmer des moments justement de rassemblement, des moments où tout le monde peut un peu être présenté sur la caméra. Puis ça donnait justement tu sais, il y a des tropes récurrents, il y a des éléments récurrents. Fait que le Noël où tu as la famille qui défile euh, bout de famille par bout de famille. Fait que, tu sais, justement, le cousin avec sa blonde, ma tante puis le mononcle, le grand-papa, la grand-maman d'un côté, grand-papa, grand-maman de l'autre bord. Fait que, tu sais, ces éléments-là se rassemblaient à l'intérieur d'un élément. Euh, Fait que ça a une valeur justement de patrimoine culturel et nous, c'est là où on embarque et tu sais, justement, comme je disais, Conrad avec son approche historienne, moi avec mon approche pédagogique, Geoffroy avec son approche technique, on se complémente vraiment à ce niveau-là pour tu sais, un peu trianguler les besoins autour de ces éléments-là. Euh,
Parce que justement, l'anecdote, c'est ça, c'est que Geoffroy travaillait dans un magasin dont je tairai le nom, mais où justement, eux se retrouvaient à recevoir des bobines pour les numériser et parfois avaient des besoins de projecteurs pour projeter ces films-là. Et il y avait personne dans le magasin qui savait comment les utiliser. Il y avait même pas de procédurier. Et donc Geoffroy, c'était une de ses premières, un de ses premiers emplois étudiants, ben, s'est ramassé à être l'expert de cette technologie-là au sein du magasin, alors que lui avait appris en utilisant la machine avec nous lors de nos soirées. Et c'est ça, nous, l'esprit qu'on a voulu conserver depuis le début, c'est oui, c'est rare, oui, c'est précieux, mais ça n'existe pas si on ne l'utilise pas. Et donc, quand j'allais dans les milieux, puis moi, c'est ça, en tant qu'éducateur, en tant que pédagogue, ben, j'amène la machine, j'amène des films qui sont corrects à utiliser. Puis il y a certains films que c'est que moi qui va utiliser, mais je vais toujours prévoir la capacité à certaines personnes intéressées à pouvoir prendre la machine, à pouvoir installer la bobine, à pouvoir voir les rouages à l'intérieur. Puis ça, justement, ben, tu sais, c'est un peu un legs de mon père qui me laissait utiliser les trucs, qui laissait Geoffroy utiliser les trucs aussi. Et donc, c'est pour ça, tu sais, pour moi, il n'y a pas de manière de séparer. Tout ça s'est fait de manière tellement organique où chacun, on a contribué à monter l'édifice. Mais maintenant, c'est sûr que, tu sais, moi, de par mon approche professionnelle, ben, c'est sûr que ça me revient un peu plus souvent à moi de faire certains de ces ateliers-là. C'est ça. Fait que moi, je vais aller dans des écoles primaires, des écoles secondaires, des cégeps, des milieux justement communautaires. Puis, je vais apporter les bobines, je vais apporter les machines, puis on va utiliser ça ensemble. Donc, récemment, justement, j'étais au collège Maisonneuve pour faire un atelier avec des futurs muséologues, futurs archivistes. Fait que puis à eux, justement, un peu comme avec toi, on parle à deux niveaux. On parle de Mhm. l'atelier comme tel que je donne dans les milieux, mais on parle en tant que professionnels entre nous de comment on prépare, comment on organise, comment on maintient ces choses-là et comment justement on essaye de garder les machines parce que dans le fond, c'est ça qui va briser la machine. Oui, l'usage peut le briser, mais ne pas Oui, les utiliser, c'est tout à encore fait. pire. Parce comme une voiture que tu n'utilises pas, ben, elle s'encrasse, tu sais plus, puis c'est un peu ça. Tu Si on n'utilise pas fréquemment la machine, moi, ça a été ça, là. Ça faisait, un peu plus que 6 mois que j'avais pas utilisé mon projecteur. Fait que je me suis prévu la soirée, un peu avant. Je me suis assis, je me suis pris mes bobines, je me suis pris ma machine, puis sur le coup, il y avait rien qui fonctionnait. Elle avait lâché? Fait que là, je me demande, est-ce que c'est la machine qui a lâché? Est-ce que c'est moi qui ai oublié? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Pour finalement me rendre compte que, comme d'habitude, c'est une niaiserie que j'avais oubliée. C'était l'amorce qui n'était pas découpée de la bonne forme. Et donc, mon projecteur prenait pas ma bobine parce que mon amorce n'était pas bien coupée. Mais c'est des petits éléments d'usage qu'il faut justement puis là, on est rendu là, on veut encore plus partager ces éléments-là parce que puis le là, je saute d'un élément à l'autre, mais le projet Fragment Fugace est apparu d'une conversation qu'on a eue, Conrad et moi, où on se disait: «Toi, tu es enfant sur les bobines. Moi, je reconnais mes grands-parents et certains de mes oncles, tantes et Mhm. parents. Mais si je n'ai pas un passage d'information, on a on perd tout un pan Oh mon Dieu, oui. d'histoire parce que dans le fond, on sait qu'est-ce qu'on voit, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur ces bobines-là. On ne sait pas les relations familiales, on ne sait pas, tu sais, il y a plein de il y a une richesse d'informations Ben qu'on oui. perd. Fait qu'on est vraiment dans un moment où
les personnes sur ces bobines-là sont nos aïeux, sont des personnes qui sont encore vivantes parfois aujourd'hui. Mais donc, si on veut pouvoir transmettre cette information-là à des générations plus jeunes, moi j'ai 40 ans, fait que, tu sais, si je veux transmettre ça à ma fille, à mes petits-enfants, à justement quand je vais dans les écoles, ben, tu sais, c'est important que j'aie de l'information, de l'intelligence collective qui me transmette ça se passait à telle époque, à tel endroit, tu sais, d'être capable de dater qu'à une certaine époque au parc La Fontaine, il y avait un zoo à Montréal. Donc au parc La Fontaine à Montréal, il y a eu un zoo à une époque, qui a eu un autre, hem qu'il n'y a pas eu juste la Ronde, qu'il y avait un autre parc d'attractions dans le nord de Montréal qui s'appelait le parc Belgo. Mais si je ne reçois pas l'information de personnes qui ont vécu ça, je peux pas identifier c'est où, je peux pas identifier c'est quoi, je peux pas savoir quels sont ces éléments-là. Fait que c'est vraiment tous ces enjeux-là qui pour nous sont prégnants, là. C'est vraiment essentiel en tout cas, nous, on trouve ça essentiel de s'impliquer là-dedans, là. Oui, en fait, essentiel au bas mot. Là, je sais que beaucoup quand même d'archivistes et de techniciens en documentation, d'étudiants dans le domaine qui nous écoutent. Je pense que je peux prendre la parole pour tout le monde ici puis dire l'importance de bien nommer ces dossiers et dans le cas ici, ces archives familiales. C'est un classique en archivistique. On a une boîte avec des bobines. Ça peut être même des photos. Ça peut être des cassettes audio. Peu importe. On arrive avec des documents. On met ça sur ton bureau. Il n'y a aucune date. Il n'y a aucun nom. Il n'y a rien. Donc là, tu as des bobines. Prenons l'exemple des bobines. Puis là, Non. tu les revisionnes. Tu vois des gens. Tu sais pas c'est qui. Tu sais pas ils sont reliés comment. Tu sais pas la relation entre la personne qui filme et les gens qui sont filmés. Au niveau des lieux, tu peux parfois le savoir, Ouais. parce que, par exemple, si tu vois le stade olympique, ben, tu sais où c'est. Mais essentiellement, si tu es en plein milieu d'une forêt, en train de faire un pique-nique, t'as aucune idée t'es où. Donc, si t'as pas d'indication sur le lieu où ça a été filmé, souvent, ben, tu ne le sais pas. Et en plus, les dates, si c'est pas écrit Non. ces bobines, c'est très difficile de déterminer la date. Donc, je pense que Mmh. non seulement c'est hyper important, mais ici, je crois que dans le podcast La Voix de l'archiviste, beaucoup des archivistes vont vous dire que nommez bien vos documents, ça nous facilite énormément le travail et c'est parce qu'on perd l'information. Parce que toi, tu sais, pour te donner ton exemple sur les bobines, tu reconnais ta famille. Mais si tu prends pas ça en charge, ben cette information va se perdre. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a plus de données à travers, par exemple, les photos sur notre téléphone. Lorsqu'on en prend une, on va en avoir une Il y a dans les des métadatas, oui. exactement dans les métadonnées. Donc, aujourd'hui, il y a quelques moyens Non. supplémentaires, mais tout de même, bien nommé, c'est hyper important. Oui, puis tu vois, c'est ça, il y a plein d'éléments intéressants dans ce que dans ce que tu viens de dire. Un de ceux-là, c'est le fait qu'à la base, tu sais, nous, on est des, citoyens engagés. Fait que, tu sais, mon père, c'est pas son entreprise principale. Moi, ça l'est un peu plus. Geoffroy aussi à sa manière. Mais nous, notre rôle était culturel, artistique à la base et pédagogique par la bande. Fait qu'on s'est développé une expertise maison en archivage parce que, hem, puis ça, c'est un des enjeux justement de la perte d'information. Tu sais, quand la famille, quand le mononcle, quand le grand-père décède, quand on ferme maison, ben, c'est souvent un petit enfant ou pas, ou la rue ou, l'armée du salut qui se ramasse avec les bobines, le projecteur parce que, entre guillemets, «personne ne sait quoi faire avec ça». Personne sait qui c'est, puis la valeur, elle est pas toujours reconnue, tu sais? Ça te prend un descendant qui est minimalement sensible aux legs générationnels, parce que s'il voit ça comme un poids logistique, ben, la boîte de pellicules, puis de films, puis de vieilles affaires, c'est de la perte, c'est pas intéressant.
tu peux pas avoir d'argent de ça, tu peux pas. Fait que nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est ramassé, puis encore une fois, là, c'est pour ça, je peux jamais sortir des éléments imbriqués. Conrad, quand il se promenait à travers le Québec en vacances, ben, il arrêtait dans les brocantes, il arrêtait dans les antiquaires, puis achetait avec sa propre argent la collection que cette personne-là pouvait bien avoir. Fait qu'on se ramassait avec plein, plein, plein de collections de famille, mais la seule information qu'on a, c'est celle qui est écrite sur la boîte. Fait qu'on a la date de péremption de la bobine. Fait qu'on ne sait pas si c'est la date à laquelle elle a été filmée, mais sur la boîte, c'est écrit la date de péremption. Des fois, on avait l'information sur l'événement, fait que mariage de Monique et Gérard, 1972, des choses comme ça. Fait que nous, on a créé une base de données à partir de ça. Fait qu'on a un fichier Excel fait maison dans lequel on indique le support, si c'est 8 mm Super 8, 16 mm, si c'est couleur ou si c'est négatif, si c'est noir et blanc. Quelles sont les informations sur la boîte comme telle? Des fois, on avait l'adresse de la famille. Fait que c'est pour ça qu'on a des collections, tu sais, nommées sur la personne qui envoyait et qui recevait la bobine développée. Puis après ça, une boîte où on inscrit un descriptif des images. Puis quand il y a des traits, comme tu disais, tu sais, s'il y a, par exemple, un coin de rue qui a été filmé, s'il y a un élément visuel reconnaissable historiquement, un building ou quelque chose qu'on pouvait identifier, on l'indiquait. Puis on essayait justement d'être à l'affût de ces éléments-là pour essayer minimalement de commencer une certaine triangulation de date, lieu, époque et personne qui était. Dans le fond, le qui, quoi, quand, où. Exact. Donc oui, effectivement, tu as entièrement raison de le mentionner. J'aimerais que vous faire remarquer quelque chose. Regardez le temps que ça prend. Faut la machine. Faut installer la bobine. Faut aller chercher cette information-là. Faut trianguler avec ce qu'on voit sur l'image. Ah, ok, ça ressemble à où à peu près? Est-ce qu'on peut estimer le lieu approximatif, etc. Tout le temps. Le temps que ça prend est phénoménal. En plus, on doit parler, ça vous prend la machine dans un premier temps pour être capable de lire. C'est pas aussi facile que d'ouvrir son téléphone. Donc, ça prend une machine. Ça prend la machine qui va prendre le Super 8, le 8 mm, 16 mm, peu importe. Il faut avoir la machine. Il faut avoir une bobine en bon état parce que ça se peut que la bobine ne soit pas capable de la lire. C'est un enjeu potentiel. Elle peut s'être désagrégée à un tel point qu'elle est difficile, voire impossible à lire. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut obtenir juste en nommant bien les bobines ou vos archives. C'est très, très, très important de bien nommer vos documents parce que c'est un temps considérable. Là, aujourd'hui, c'est sûr que par exemple, un fichier Word qui n'est pas bien nommé, bon, tu peux l'ouvrir, regarder c'est quoi le contenu, puis le nommer en conséquence. Une question de double-clic et de renommer. Mais pour une bobine, c'est beaucoup plus d'étapes, beaucoup plus d'enjeux et un apprentissage. C'est pas inné, c'est pas tout le monde qui s'est servi de ces documents-là, et c'est tout à fait normal parce que ça ne se fait plus. Donc, c'est du temps et du temps qu'on peut sauver en nommant bien les dossiers. Là, j'ai fini de prêcher pour ma paroisse, je vais vous amener avec quelque chose, je vais vous parlais des documents Word. Vous devez savoir qu'il y a une obsolescence avec la machine qui va lire la bobine. Le document lui-même a une obsolescence. Il va se désagréger. Le support qui fait le document va se désagréger à travers le temps. Mais quand on le numérise, le fichier qu'on choisit, lui aussi, a une obsolescence. Il y a une date de péremption. Non, mais c'est ça. Ben pour rajouter justement, ben là, là, on parle de support numérique, mais quand on vient justement avec ces supports analogiques-là, ils ont leur propre réalité aussi. Puis, tu sais, justement, dans cet esprit-là de les conserver, ben, on les numérisait avec les moyens qu'on avait parce que on s'entend qu'une machine professionnelle pour faire un scan haute résolution de ces pellicules-là, c'est minimalement 6 000 à 10 000 US.
Heu, fait que ce qui était accessible pour nous dans le cadre du projet financé par la ville, ben, c'était une machine d'entrée de gamme à 800 piastres, qui fait du 720p puis qui booste en 1080p de manière, numérique. Puis c'est des machineries qui sont ultra qui sont, très fragiles, qui peuvent, qui tu sais, justement, qui font pas une qualité numérique si haute que ça, qui nous permet une archive de base, mais tant qu'elle fonctionne, parce que justement, soit la pellicule va casser, soit, la machine elle-même, l'engrenage va lâcher, soit ça fait qu'il y a plein d'éléments comme ça qui viennent fragiliser le processus. Absolument, puis tu m'amènes sur un autre point qui est essentiellement l'expertise de l'engrenage. Chaque machine ne fonctionne pas de la même façon. Chaque machine a ses enjeux. Donc, je le redis encore, c'est grâce à l'engrenage et c'est grâce à la mission de l'engrenage de partager les connaissances de comment utiliser ce type de machine-là, comment ça fonctionne. C'est grâce à ça que moi je l'ai appris et que d'autres puissent l'apprendre. Donc, honnêtement, chapeau. L'engrenage ont été des archivistes de circonstances. C'est pas des archivistes de formation, mais ils ont vu que ça se perdait, que ce savoir, cette expertise autour de la machine se perdait, que ces documents sont souvent jetés. Essentiellement, Ouais. ils ont pris la responsabilité de protéger la mémoire de ces familles-là d'une façon, j'allais dire de bienfaisance, mais de façon bénévole, c'est le terme que je cherchais. Donc, vous avez pris la mission de l'archiviste sur vos épaules et vous avez dit, je vais préserver cette mémoire-là, je vais garder l'expertise de comment on utilise cette machine-là et je vais la partager aux autres. Aussi, c'est ça, c'est que les films de famille ne sont pas un médium c'est pas un médium qui est archivé par des grandes institutions. Tu sais, c'est pas la BANQ qui va faire ça, c'est pas la Bibliothèque Archives Canada qui va faire ça, c'est même pas la Cinémathèque québécoise. C'est parce que, justement, ça tombe dans un entre-deux de production où, tu sais, justement, ça va être des fonds privés qui vont préserver leurs propres bobines. Donc, on sait qu'il y a Archives Montréal qui en ont un peu. On sait qu'il y a certains organismes qui peuvent avoir leurs propres bobines. Mais nous, on se ramassait avec des bobines, justement, qu'on ne pouvait pas déposer nulle part et qu'on n'avait pas justement, comme tu dis, pas les moyens d'archiver de manière professionnelle. Parce que là, présentement, oui, la température, elle est semi-contrôlée dans l'espace où elles sont conservées, mais tu sais, c'est un bureau, là, fait qu'ils sont conservés dans une armoire, dans un bureau, puis après ça, tu sais, ce sont des matériaux qui ont une durée de vie limitée. Fait que habituellement, une pellicule bien entreposée peut durer environ entre 100 et 300 ans. Mais ça, c'est justement si elle est bien conservée. Et nous, quand on les reçoit, souvent, ça fait un bon moment déjà qu'ils sont dans des places humides, dans des greniers, avec des cacas de souris, avec toutes sortes d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, déjà, on ne sait plus combien de temps il reste à cette bobine-là. Et comme tu disais, nous, ce qu'on veut en plus, c'est les utiliser. Fait que là, en effet, la seule idée pour nous, c'était minimalement de créer une copie numérique, même si c'était pas une très haute résolution, parce qu'au moins, comme ça, on conservait l'information de l'image, même si on conserve pas l'expérience de la projection de cette image-là, qui elle-même est un aspect du matériau. Parce que, tu sais, tu parles justement de ton plaisir à utiliser les bobines. C'est un des éléments qui revient à chaque fois. Projeter des films, c'est une expérience qui accompagne le film et regarder le même film sur YouTube,
aura pas le même impact que d'être dans une salle avec des gens et de discuter et d'entendre le moteur, d'entendre le tac-à-tac de la projection, d'avoir la lumière, d'avoir la petite poussière qui flotte, puis tous ces éléments-là. Donc, tout ça, c'est des éléments qui s'archivent pas non plus. Tu as entièrement raison. Il y a quelque chose de magique. De voir, là, mettons, il y avait la dernière fois avec l'engrenage, c'était une diffusion avec une machine pour 16 mm. Le son que ça produit, l'ambiance que ça crée, ça, évidemment, quand vous regardez la numérisation sur YouTube, vous perdez ça. Je donne un autre exemple, j'en parlais dans un épisode passé, mais moi, c'était la cassette audio, c'est le document avec lequel j'ai grandi. Et la cassette audio, règle générale, moi, ce que j'aimais, c'était jouer avec le support, donc la bande magnétique. Et j'aimais également la machine. J'aimais énormément utiliser le lecteur que mon père possédait parce que ça me permettait, c'était très interactif. J'étais tout jeune, c'était très impressionnant, les gros boutons, le gros système de son. Et ça, c'est sûr que ça se perd avec la numérisation. Il y a quelque chose de magique de réutiliser ces machines-là. C'est vraiment, vraiment très particulier. Et je veux réenchérir sur un autre point. Tu parlais que les films de famille ne sont pas nécessairement dans les grandes institutions. Dans le dernier épisode, on parlait justement de la PCPD et comment la PCPD permettait, entre autres, à des petits organismes de pouvoir, essentiellement, prendre en charge des archives qui sont un peu délaissées par les grandes institutions, pas parce que ça les intéresse pas, mais ils ont beaucoup de dossiers, ils ont beaucoup de documents à gérer, c'est pas toujours leur priorité. Alors la PCPD, ce qu'elle permettait, c'est que des petits organismes, des petites OBNL, comme l'Engrenage, comme plein d'autres, peuvent représenter des groupes marginalisés, des gens qui ne sont pas représentés, des types d'archives qui ne sont pas mis en valeur parce qu'essentiellement, les grosses institutions ont trop de documents à gérer. Comprenez que si BANQ ou Bibliothèque Archives Canada se mettaient à prendre tous les films de famille de tout le monde, on aurait un enjeu d'espace très, très, très rapidement. Donc, je vais vous encourager à faire des dons à des organismes, à des OBNL qui, justement, travaillent à la préservation des archives des gens comme vous et moi. Des gens qui travaillent, qui donnent de leur temps pour préserver la mémoire des groupes plus marginalisés, des groupes qui sont sous-représentés dans les centres d'archives. Donc, je vous encourage, mes chers amis, durant ce podcaston, à être généreux parce que c'est vraiment très important ce que ces OBNL font de leur temps, d'essayer de préserver cette mémoire. Oui, puis il y a d'autres, pour le dire justement, il y a des initiatives quand même qui sont notables, qui sont importantes à mentionner. Comme je disais, tu sais, il n'y a pas un énorme réseau, même si on ne se connaît pas tous par nos petits noms. Mais donc, c'est ça, quand il y a eu à Télé-Québec, J'ai la mémoire qui tourne, il y a les films La Ruelle qui ont constitué une petite archive des films qu'ils ont ramassés à cette époque-là et qu'ils ont essayé de mettre en ligne aussi en partie. Mais ça, c'est vraiment un fonds privé. Et puis, il y a un projet à Chicoutimi, La Voûte, qui, eux autres, ont une approche un peu mitoyenne où ils sont une archive semi-privée ou en tout cas un projet, puis ils rendent disponibles selon certaines modalités les enregistrements. Mais ça demeure, puis c'est pour ça un peu que c'est délaissé par les grandes institutions, en même temps que c'est du patrimoine culturel, que c'est important, en même temps que c'est des individus ou des organismes un peu seuls avec leurs propres moyens. C'est très dur de créer un montage financier pour conserver ces choses-là. Parce que comment on fait? Est-ce qu'on vend l'image? À qui appartient l'image qui a été filmée? Est-ce qu'on vend la numérisation? Est-ce qu'on rend disponible des numérisations, mais qu'on vend un service d'accès? Est-ce qu'on va chercher des subventions ministérielles et on rend ça gratuit? Tout ça, c'est des considérations que chaque personne qui œuvre là-dedans a à faire face. Nous, en tant que personnes citoyennes, notre enjeu a toujours été la gratuité de l'accès. Et donc, nous, à travers le financement, la subvention, on rend disponible des numérisations à certaines personnes et on ne fait pas d'argent avec ces éléments-là parce que justement, pour nous, dans notre conception et dans nos conversations, dans nos décisions un peu organisationnelles, on s'est dit,
c'est du patrimoine collectif, ça nous appartient à tous et toutes, et donc nous, on veut le rendre disponible à tous et toutes, mais ça limite beaucoup nos capacités et c'est pour ça que d'autres viennent faire d'autres choix qui sont tout autant légitimes et crève-cœur dans le fond, parce que pour que ça soit accessible financièrement, ça prend des fonds, ça prend des ressources et présentement, ces ressources-là, elles ne sont pas là, là. Elles sont pas accessibles. Absolument, puis tu as raison de dire que c'est crève-cœur parce que tu amènes un enjeu, les enjeux des centres d'archives. On est un milieu qui coûte cher, on en a parlé à plusieurs reprises, les centres d'archives, ça coûte cher, mais en plus, il faut que la mémoire reste accessible. Imaginez une nation pour laquelle la mémoire n'est accessible qu'au mieux nanti, ça serait complètement ridicule. Par contre, on est un milieu sous-financé. Donc, vous remarquerez, si vous allez faire une recherche dans un centre d'archives, si vous demandez à acheter des images, il va y avoir des frais. Et c'est la norme. Donc, essentiellement, là, évidemment, je veux pas parler pour la voûte parce que je travaille pas là et c'est pas ma place, mais par exemple, la plateforme La Voûte, ben, il y a des frais associés à ça. Il y a des frais associés à maintenir la voûte en vie pour qu'elle reste accessible au public. Il y a des frais sur l'expertise, l'utilisation des numériseurs, parce que les numériseurs coûtent extrêmement cher, donc il faut pouvoir les acheter. Un autre exemple que je pourrais donner, les serveurs qui servent justement à entreposer les archives, ça coûte des frais également. L'autre exemple que je donnais, c'est si vous faites une demande de recherche d'archives, ben, il y a des frais honoraires parfois pour la recherche. Parce que justement, il faut pouvoir payer ces techniciens-là. Les archivistes et les techniciens, il faut qu'on mange aussi. Donc, c'est une réalité. Et là, on se retrouve essentiellement dans cette espèce de chaise où faut trouver où est-ce qu'on coupe. On veut que ça soit accessible au maximum, à un maximum de public. Faut survivre, faut acheter des numériseurs, faut essayer de courir après les subventions qu'on coupe de plus en plus. Fait que là, le métier d'archiviste, c'est la mémoire doit être accessible, mais il faut être capable de la protéger, la mémoire. Parce que si on n'est plus capable de faire en sorte que le centre d'archives arrive à vivre, on va se retrouver avec un autre problème assez évident. Plus personne va prendre en charge la mémoire et on va tout perdre. Maintenant, mes chers amis, on arrive à la deuxième partie de cet épisode spécial du podcaston. Dans l'objectif de suivre la mission de l'engrenage, de partager cette expertise, ben je vais vous montrer un numériseur. Je vais vous le montrer en fonction et je vais vous montrer également une bobine. Donc, ça va avoir un aspect vidéo pour cette partie-ci de l'épisode. Rassurez-vous, pour les gens qui sont audio, vous pouvez toujours aller la regarder plus tard et je vais quand même décrire ce que je vais faire. Comme ça, vous serez en mesure quand même de suivre le tout. On s'en va à la machine. Bienvenue mes chers amis pour la deuxième partie de cet épisode spécial podcaston. Je vais vous montrer comment on utilise un numériseur. Donc lui, c'est le Magnasonic FS81. C'est un numériseur de 8 mm et Super 8. Donc, la première étape quand vous utilisez ce numériseur, c'est de choisir le bon. 8 ou Super 8, il y a une encoche que vous pouvez déplacer. Et vous allez placer la bobine à gauche. Donc, pour vous, à l'écran, c'est à votre droite présentement. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est s'assurer que le film passe par en dessous. Et vous remarquerez qu'il y a des pointillés sur le numériseur. Et là, mes amis, c'est tout simple. Le film doit suivre les pointillés. Donc, c'est vraiment super facile à utiliser et ça va nous amener jusqu'au milieu de la machine. Ici, vous voyez qu'il y a une lumière et que justement, vous comprendrez la caméra. Donc, c'est ici essentiellement que le film est numérisé. Et une fois que c'est fait, vous ne le verrez pas de l'angle que vous êtes, mais à l'intérieur, il y a deux petites encoches en métal et c'est important que le film soit en dessous. Une fois que ça c'est sécurisé, on vient refermer cette petite partie et on suit les pointillés. Vous voyez ici, c'est blanc. Ici, c'est l'amorce, donc c'est pas un film à part entière, mais sachez que, essentiellement, des fois, les amorces, ben, on l'a vu, ce genre de support est très capricieux, ça brise. Ben, des fois, les amorces, il y a des bobines qui en ont pas ou qui les ont perdues. Et parfois, les gens recyclaient de vieilles bobines qu'ils jugeaient plus pertinentes et en faisaient une amorce. Donc, parfois, dans une archive, l'amorce, c'est une partie d'une autre archive qu'on a perdue. C'est assez particulier. Mais là, dans le cas ici, c'est une amorce bien standard. On va venir la sécuriser dans l'encoche ici. Et là, c'est tout à fait simple. Là, je vais vous le refaire. Là, mais l'objectif, c'est de venir le sécuriser. Fait qu'on va faire un tour ou deux, là, dépendamment. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de faire en sorte que, justement, ça tienne. C'est tout simple comme ça. Une fois que ça c'est fait, mes amis, il reste juste à numériser. On a le bouton OK. Ça nous fait ici choisir une sélection 3 minutes, 7 minutes, 20 minutes. Ça dépend de la quantité de film que votre bobine a. Ça va varier. Pour le bien de l'épisode, je vais juste vous montrer comment ça marche. Donc, j'appuie sur OK.
mes chers amis, à l'écran ici, là, vous ne le verrez pas à cause de la lumière, mais c'est ici que la numérisation se fait. Vous voyez ce que vous numérisez à l'écran et la mémoire se préserve. Maintenant, mes chers amis, je vais vous parler Je voulais vous montrer un exemple de syndrome de vinaigre. Donc, c'est quoi le syndrome de vinaigre? C'est un problème qui arrive, qui peut arriver au film. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction chimique qui va se produire, qui va créer de l'acide acétique et l'évaporation va vraiment donner une odeur de vinaigre à votre bobine. Donc, ici, j'ai trouvé malheureusement une bobine qui est très, très attaquée par le syndrome de vinaigre. En fait, quand j'ai ouvert le boîtier, tout de suite, l'odeur m'a frappé. C'est très, 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 très odorant. Je vais vous montrer les déformations physiques que cela cause. Regardez le film. En très mauvais état, je vais m'assurer, pardonnez-moi, là, je dois m'ajuster, mais vous voyez les déformations physiques que ça le crée, ça fait en sorte que vous le comprendrez que si j'essaie de le numériser, la machine va vraiment pas triper, parce que justement, ça va se coincer, ça va se briser, ça le fragilise. Donc, il y a une urgence avec, comme on le mentionnait, avec le film, de le numériser, parce que quand c'est pas préservé dans de bonnes conditions, ça se désagrège extrêmement vite. D'ailleurs, pour arrêter les réactions chimiques de la dégradation, faut atteindre la congélation. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et on peut pas demander à des centres d'archives comme des OBNL d'avoir des congélateurs spécialisés là, pour congeler des archives. Ça coûte extrêmement cher. Donc, la solution le plus possible, c'est d'éviter les fluctuations de température, de maintenir une humidité, température stable et justement de numériser. Essentiellement, vous l'aurez compris. Un autre petit mot là-dessus, les boîtiers. Les boîtiers, mes amis, ce genre de boîtiers-là ne sont pas de grade archivistique et vont augmenter la vitesse de détérioration des documents. Malheureusement, vous comprendrez que les boîtiers de qualité archivistique, pour ceux qui nous écoutent, vous voyez pas mes doigts, mais ça coûte très cher. C'est très, très dispendieux. Donc, la solution, surtout que dans le cas de l'engrenage, en plus, c'est la diffusion. Il va sans doute que c'est la numérisation, l'étape la plus importante. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, je m'excuse si je radote encore une fois, mais c'est un processus qui est long. Permettez-moi. Ça va prendre, ça chiffre en heures, ce genre de numérisation-là, parce que, bon, ça dépend évidemment de la quantité de films que vous avez, mais en plus de ça, c'est que ça va coincer. Encore une fois, je sais qu'on répète, mais c'est important, ça va coincer, ça va bloquer. Il y a peut-être des réparations qui ont été faites par le passé. Donc, sur le film, on peut parfois trouver du vieux ruban adhésif qui a acidifié le document, parce qu'il est rendu tout jaune, entre autres, tout vieux, et c'est pas ce ne sont pas du ruban adhésif de qualité archivistique, donc ils vont venir acidifier le document, ça peut créer des faiblesses. Et en plus de ça, c'est que quand il y a des réparations, ça peut venir coincer dans la machine. Vous comprendrez que le ruban adhésif dessus peut venir se coincer, ce qui vient compliquer les manœuvres encore une fois. Donc, c'était tout pour la petite démo. Vous savez maintenant comment vous servir de un de ces numériseurs. Il y en a plein, il y en a de plusieurs façons. Lui, je le trouve génialissime, tout simplement parce qu'il est très, très, très facile. Donc, si vous vous dites, hey, je veux numériser des 8 puis des super 8, moi, je trouve que c'est un format pour débutants qui est très, très simple à utiliser. Donc, merci de votre attention. On retourne au podcast. Rebienvenue mes chers amis, c'est déjà la fin de l'épisode spécial Podcaston. Mes chers amis, merci d'avoir été présents. Merci à Emmanuel d'être venu, d'avoir prêté sa voix à la voix de l'archiviste. Merci à l'engrenage d'avoir été présent également et du travail que vous faites. Mes amis, bon, vous remarquez, je suis seul. Je sais pas si c'est parce qu'on a enregistré durant le verglas, mais à la fin, la connexion, il y a eu un problème. On entend très mal Emmanuel. J'aimerais quand même vous relayer ces derniers mots. Essentiellement, Emmanuel mentionnait l'importance d'aller voir vos députés, aller voir vos représentants politiques. Le monde des archives est un monde qui fonctionne avec des subventions. Et pour ça, ça prend que la population aussi demande à ce que le gouvernement fasse le nécessaire pour assurer la préservation de la mémoire. Donc, allez voir vos représentants politiques et dites « Hey, la mémoire, c'est important pour nous. On veut tous être représentés dans la mémoire. » Et pour avoir une représentation des groupes aussi marginalisés, ben ça prend des subventions, des petites OBNL comme ça, qui peuvent cibler un type de document, un type, comme là, ici le film de famille, mais ça peut être
un document comme la bobine, ça peut être une spécialité X qui fait en sorte que peut-être les grandes institutions en ont moins, la représentation de communautés marginalisées également, parfois c'est par les OBNL qu'on a une meilleure représentation. Donc pour avoir un Québec et un Canada pour tous, ça va prendre des archives qui représentent tout le monde. Donc, demandez à vos députés d'investir dans le domaine des archives. Je vous relaye ici les mots d'Emmanuel. Si vous voulez faire des dons à l'engrenage, les liens, en fait, pour les rejoindre sur leurs médias sociaux sera dans la description. Sachez également qu'ils prennent des bobines. Si jamais vous avez des bobines, eux, ils sont basés à Montréal et que, vous savez pas quoi en faire et vous vous dites, ouais, ben, je vais peut-être les jeter. Finalement, j'ai pas l'équipement ou j'aimerais ça avoir une copie numérique parce que de toute façon, je peux pas me servir des bobines. Eh bien, l'engrenage est prêt à vous aider et Emmanuel mentionnait justement si par exemple vous n'avez pas de véhicule, c'est un peu difficile pour vous de déplacer les bobines, vous êtes à mobilité réduite, XY raison, ben l'engrenage sont prêts à aller faire le déplacement pour garder avec vous de ce que vous avez, est-ce que ça conviendrait, etc., etc. Donc, chers amis, je vous laisse partir avec le podcaston. Allez écoutez d'autres podcasts. Profitez-en, le podcaston, ça arrive juste une fois par année. Et mes amis, j'ai une mission pour vous. Quand vous allez regarder les autres épisodes, parlez-leur les archives. On se voit tous très bientôt, j'espère. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. À bientôt tout le monde.